Alors, maintenant, on va voir un cours sur les atteintes des nerfs, du système nerveux périphérique. D'accord? Oui, madame. Donc, le système nerveux périphérique. Alors, donc, quand on a une atteinte des nerfs périphériques, on parle donc de neuropathie, maladie des nerfs périphériques, neuropathie périphérique. Alors, si on veut donner des appellations, si vous voulez, de point de vue topographie, comment on va appeler ces atteintes des nerfs? Alors, selon la topographie, on distingue les polyneuropathies. Alors, polyneuropathie, on appelait ça avant polynévrite. Les polynévrites ou polyneuropathie. C'est quoi les polyneuropathies? C'est une atteinte de façon bilatérale et symétrique de plusieurs nerfs, de façon distale, de plusieurs nerfs. Donc, c'est une atteinte distale, bilatérale et symétrique et synchrone en même temps. Donc, l'atteinte, elle est le plus souvent sensitive ou sensitivo-motrice. Vous savez qu'un nerf, dans un nerf, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver la fibre sensitive, la fibre motrice, la fibre sensitive qui vient de la corne postérieure, la racine postérieure, la fibre motrice qui vient par la racine antérieure, et vous avez aussi des fibres, on peut avoir des fibres végétatives. Donc, tout ça, ça va former les nerfs rachidiens, puis les plexus, puis les troncs nerveux. Les troncs nerveux, donc, quand ils sont touchés, ça va donner ces polyneuropathies. Quand ils sont touchés de façon bilatérale, symétrique et synchrone en même temps. Donc, les polyneuropathies se voient surtout dans certaines maladies métaboliques, surtout dans le diabète, ce qu'on appelle les neuropathies diabétiques. Donc, le malade, il va avoir des symptômes et des signes, surtout sensitifs, mais parfois aussi sensitivo-moteurs, c'est-à-dire c'est la fibre sensitive et la fibre motrice qui sont concernées. Et donc, le malade, il va avoir une atteinte distale, c'est-à-dire des mains et des avant-bras, distale, mais de façon symétrique et synchrone. Tandis que, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Ça, c'est pour les polyneuropathies. On peut avoir des mononeuropathies et des mononeuropathies multiples. Alors, les mononeuropathies, avant on disait mononévrite, c'est-à-dire un seul nerf touché. Les mononeuropathies multiples, c'est-à-dire mononeuropathie, un seul nerf, multiple plusieurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une atteinte d'un nerf, puis après d'un autre nerf, puis après d'un autre nerf. Donc, c'est si vous voulez, une polyneuropathie, mais qui est asynchrone, asymétrique et asynchrone. C'est pas en même temps. On peut avoir, par exemple, l'atteinte du nerf médian au membre supérieur droit, puis l'atteinte du sciatique au membre supérieur gauche, puis l'atteinte du radial au membre supérieur droit, puis l'atteinte du sciatique au membre inférieur gauche, etc. C'est-à-dire, c'est l'atteinte d'un seul nerf, puis d'un autre nerf, donc on dit mononeuropathie multiple. On appelle ça aussi les multinévrites. D'accord? Alors, l'atteinte à ce moment-là, dans les mononévrites, les mononeuropathies, quand on a un seul nerf touché, là, je vous ai donné l'exemple du nerf médian au niveau du poignet, du canal carpien. Le nerf médian, il passe au niveau du canal carpien, et là, je vous ai donné l'exemple la dernière fois de la coiffeuse qui travaille, qui fait bouger sans arrêt des mouvements de flexion-extension en faisant par exemple le séchoir et si vous voulez, en coiffant la cliente et tout ça, et elle fait bouger son membre et ces flexion, extension, ça va écraser le nerf et donc ça va donner une compression du nerf médian au niveau du poignet.
Et on va avoir donc le nerf quand il est comprimé, ça va nous donner un déficit au niveau de la main, puisque c'est le médian, il va aller pour l'innervation du pouce et de l'index. Donc, on va avoir un déficit au niveau de l'éminence ténare, déficit des muscles du pouce, de l'index, avec une amyotrophie, des douleurs neuropathiques, etc. Donc, voilà, par exemple, l'exemple d'une mononévrite par compression, le syndrome du canal carpien. Les mononeuropathies multiples ou multinévrites, là, ça se voit surtout dans les vascularites, c'est-à-dire c'est quand les nerfs subissent une inflammation ou une ischémie. Alors, les vascularites, c'est quoi les vascularites? C'est les maladies auto-immunes. Des maladies auto-immunes qui vont donner des problèmes au niveau des vaisseaux. Des vaisseaux qui vascularisent les nerfs périphériques. Et donc, les nerfs périphériques, quand ils sont mal vascularisés, ils vont s'ischémier. Et donc, on va avoir des atteintes des nerfs. Mais dans ces maladies-là, les vascularites, donc ça va donner des multinévrites, c'est-à-dire des atteintes des nerfs, mais de façon asymétrique et asynchrone, pas en même temps. Et donc, ça va nous donner des multinévrites. D'accord? Donc, les polynévrites, ce sont surtout ces bilatérales symétriques et synchrones. Donc, on voit ça dans les maladies métaboliques, surtout le diabète. Les mononeuropathies, je vous ai donné l'exemple du canal carpien, c'est par compression. Les multinévrites, c'est surtout lors des vascularites. Les vascularites, comme je vous ai dit, c'est des maladies auto-immunes qui donnent des inflammations au niveau des vaisseaux. Et donc, de tous les vaisseaux, mais surtout au niveau des vaisseaux qui innervent les nerfs, et ça va nous donner cette multinévrite. Voilà. Et vous avez les polyradiculoneuropathies. Donc, poly, plusieurs, radicule, racine, neuropathie, nerf. Donc là, c'est l'atteinte du nerf dans toute sa longueur, sur toute sa longueur, c'est-à-dire et le nerf et la racine. D'accord? Donc, on appelle ça les polyradiculoneuropathies ou bien les polyradiculonévrites. Et là, le processus, il est surtout d'origine inflammatoire. Inflammatoire. Alors, c'est une atteinte inflammatoire de tout le nerf sur toute sa longueur, généralement de façon aiguë. Alors, de façon aiguë, c'est-à-dire il y a moins d'un mois entre le début de la maladie et le déficit maximal. Alors, je vous ai parlé la dernière fois de la maladie qui représente surtout ces polyradiculoneubrites, qui est le syndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré. Donc, c'est une inflammation, c'est une maladie inflammatoire qui va toucher et les nerfs et les racines. D'abord, des membres inférieurs. Donc, si on dit les nerfs et les racines, normalement, si on n'a que les troncs nerveux qui sont touchés, on va avoir un syndrome neurogène périphérique, c'est-à-dire un déficit distal avec amyotrophie distale. Donc, tout ce qui est proximal n'est pas touché. Mais ici, on a une atteinte aussi des racines. Donc, on va avoir un déficit proximo-distal. Donc, ça va commencer par, dans le syndrome de Guillain-Barré, on va avoir une paralysie qui va commencer par le pied, elle va remonter jusqu'aux muscles proximaux. Et ensuite, les mains, ça va remonter le long de l'avant-bras, les bras, jusqu'à la ceinture scapulaire. Et même, ça peut toucher les muscles respiratoires. Et après, on verra le syndrome en détail. Donc, ça, c'est le syndrome de Guillain-Barré qui est une polyradiculonévrite aiguë, d'installation aiguë. Et on peut avoir une autre polyradiculonévrite chronique. Chronique, ça, c'est pas le syndrome de Guillain-Barré. Si le malade ne récupère pas après 3 mois, dans le Guillain-Barré, le malade doit récupérer en un mois, maximum 3 mois. S'il ne récupère pas après 3 mois, là, on parle de, c'est plus un Guillain-Barré, c'est une polyradiculonévrite chronique. Voilà. Donc, on a vu topographiquement les différentes neuropathies. Hein? Polynévrite, mononévrite, multinévrite, polyradiculonévrite. Ça, c'est les appellations de point de vue topographie. Alors là, quand on dit neuropathie, ça veut dire que c'est le nerf qui est touché, c'est-à-dire
c'est les axones des neurones qui sont touchés, hein, les axones de la cellule sensitive dans le corps cellulaire est situé dans le ganglion rachidien, et les axones des cellules motrices dans le corps cellulaire se situent au niveau de la corne antérieure. Ça, c'est ça qui constitue les névrites, les polynévrites, quand ces structures-là sont touchées. Maintenant, on peut avoir une neuronopathie. Hein, c'est une neuronopathie, ça veut dire que c'est le corps cellulaire qui est touché. Soit le corps cellulaire du neurone sensitif au niveau du ganglion rachidien, soit le corps cellulaire du neurone moteur au niveau de la corne antérieure. Voilà, on appelle ça les neuronopathies. Voilà, alors je vous ai donné quelques définitions et on va attaquer donc l'atteinte des neuropathies. Qu'est-ce qu'on va avoir comme signe en cas d'atteinte des neurones, des troncs nerveux, d'accord? Eh bien, on va avoir surtout un syndrome neurogène périphérique. Alors, étant donné que ces nerfs, à l'intérieur de ces nerfs, on va trouver la fibre sensitive, la fibre motrice et la fibre végétative, on va trouver donc les signes cliniques, on peut trouver des troubles sensitifs, des troubles moteurs et des troubles trophiques. Il n'est pas nécessaire de les avoir tous. Hein. On peut avoir des neuropathies sensitives, on peut avoir des neuropathies motrices, on peut avoir des neuropathies sensitives ou motrices, d'accord? Ça dépend de la pathologie, d'accord? Donc, on commence par les signes sensitifs. Les signes sensitifs, on peut avoir des troubles objectifs et des troubles subjectifs. Alors, les troubles subjectifs, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit pour le trouble subjectif? Les troubles subjectifs à type de paresthésie, fourmillement, picotement, douleur, etc. Tout ça, c'est les troubles subjectifs, c'est ce que ramène le malade. Nous, on ne voit pas les troubles subjectifs. Quand le malade me dit j'ai des fourmillements, je ne les vois pas, moi, ces fourmillements. Je ne peux même pas les mettre en évidence à l'examen neurologique, d'accord? Donc, c'est ce que me ramène le malade. Les troubles objectifs, c'est ce que j'objective moi quand on fait l'examen neurologique. Alors, je peux trouver une atteinte de la tactile et de la sensibilité profonde, hein? Donc soit une anesthésie ou une hypoesthésie en gants ou en chaussettes. Hein? Ça se voit surtout dans les neuropathies diabétiques. Les diabétiques, quand ils installent une neuropathie, et c'est surtout une neuropathie sensitive, et c'est une polyneuropathie, c'est-à-dire bilatérale symétrique et synchrone. Et le malade, il vous dit, j'ai des picotements, des fourmillements, etc. au niveau de la partie inférieure, c'est-à-dire de la cheville et du pied, et au niveau des mains, on dirait qu'il a des gants et des chaussettes. C'est-à-dire en gants, on dit en gants et en chaussettes. Donc, il va avoir des fourmillements, des picotements, etc. Au niveau de ces régions-là, on dit que c'est une hypoesthésie ou bien il a des paresthésies en gants et en chaussettes. Il va avoir aussi des troubles de la abolition de la sensibilité profonde. C'est-à-dire, comment on teste la sensibilité profonde? Par exemple, la sensibilité vibratoire. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un il y a un petit instrument avec Le diapason. le diapason. Alors, le diapason, c'est pour tester la vibration. Vous prenez le pied du diapason. Hein, d'abord, vous prenez le diapason. Le diapason, il a un pied et il a deux feuilles métalliques qui sont très légères. Donc, on tape sur ces deux feuilles métalliques qui sont parallèles, on tape dessus, elles vont bouger et on met le pied du diapason sur une surface osseuse, d'accord? Surface osseuse, par exemple la cheville, hein, l'os, si vous voulez, de la cheville. Donc, et le malade va ressentir, c'est-à-dire un sujet, va ressentir les vibrations. Il va ressentir, s'il ne les ressent pas, ça veut dire qu'il a une atteinte de la sensibilité vibratoire et donc de la sensibilité profonde. Hein? Par exemple, notre test de la sensibilité profonde, c'est le sens positionnel du gros orteil. Vous prenez le gros orteil du malade, il est couché, yeux fermés, il ne doit pas voir où est-ce que vous avez mis son orteil.
vous mettez son orteil soit en haut ou en bas, il doit reconnaître la position de son orteil, si son orteil est en haut ou en bas. S'il ne le sait pas, ça veut dire qu'il a une erreur du sens positionnel du gros orteil et donc une erreur, une atteinte de la sensibilité profonde. Donc voilà, on peut faire ça aussi au niveau de la main. Je peux bouger les doigts et le malade doit reconnaître la position de ses doigts. D'accord? Donc voilà, pour la sensibilité profonde, on peut avoir une anesthésie donc en gants et en chaussettes avec atteinte de la sensibilité profonde, avec abolition de la sensibilité vibratoire surtout. Bon, on peut avoir une atteinte de la sensibilité thermoalgésique, c'est-à-dire une hypoanesthésie au chaud, au froid et à la douleur. Madame? Il y a quelqu'un qui peut parler? Oui, madame. Madame, s'il vous plaît, madame, j'ai une question. Parce que Mhm. j'ai compris. Madame, c'est-à-dire, madame, on parle, madame, de neuropathie périphérique, mais on a une atteinte de déficit musculaire et extramusculaire. Parce qu'on est en train de parler concernant la sensibilité tactile profonde et superficielle. Mais la sensibilité profonde, elle est conduite par le système nucléaire et par le neurone sensitif aussi, qui est situé au niveau de la racine. D'accord? La sensibilité, qu'elle soit profonde ou thermoalgésique, elle commence du premier neurone déjà qui entre dans la moelle. D'accord? Et après, il se prolonge par le deuxième neurone jusqu'au niveau du bulbe ou des cuisses, le troisième neurone, etc. Donc, tout ça c'est-à-dire participe à la sensibilité profonde ou à la sensibilité thermoalgésique. D'accord? C'est-à-dire, madame, les neuropathies, les neurones profonds de la sensibilité, des faisceaux musculaires extramusculaires, comme ça. On n'a pas allé au niveau central, juste au niveau périphérique, c'est-à-dire déjà, pour avoir une bonne sensibilité profonde, il faut l'intégralité de tous les neurones, de celui qui entre déjà de la périphérie par la racine postérieure et les autres, les méniscales, le troisième, le quatrième le troisième qui se projette au niveau pariétal, etc. Tout ça doit être intégré. Si un de ces neurones est lésé, on va avoir une atteinte de la sensibilité profonde, soit au niveau périphérique ou au niveau central. D'accord, oui, madame. D'accord? Oui, madame. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est des troubles objectifs. Et le malade, on peut avoir des troubles sensitifs subjectifs, c'est-à-dire des paresthésies, fourmillements, picotements, etc. Donc, voilà, quand on a une atteinte des neurones périphériques, on peut avoir des troubles sensitifs, on peut avoir des troubles moteurs, c'est-à-dire c'est soit une paralysie totale ou une parésie, c'est-à-dire un déficit qui n'est pas très important, des membres avec une hypotonie. Rappelez-vous, quand on a un syndrome neurogène périphérique, on a une hypotonie, contrairement à l'atteinte centrale où on a une hypertonie, soit spastique, c'est-à-dire pyramidale, ou plastique, c'est-à-dire extrapyramidale. Donc ici, on va avoir une paralysie avec une hypotonie. Et toujours, si vous avez une paralysie, il faut essayer de la coter, c'est-à-dire de lui mettre un chiffre. Vous pouvez avoir une paralysie totale, mais alors totale, rien ne bouge. Et ça, c'est une paralysie cotée à 0, c'est un déficit moteur coté à 0. Vous pouvez avoir une force musculaire tout à fait normale, une très bonne force, c'est une force musculaire à 5. Entre les deux, alors, comment vous allez noter vos muscles? 0, aucune contraction, rien du tout, malade complètement paralysé. Le 1, vous mettez un 1 si vous avez une contraction sans déplacement, c'est-à-dire la main, par exemple, vous voulez voir l'opposant du pouce ou le muscle opposant du pouce. Vous avez la main, vous mettez votre main, la main du malade, elle doit reposer sur un plan. Vous mettez la main sur un plan. Et vous lui dites de bouger le pouce, de faire, si vous voulez, là, vous allez voir l'abducteur du pouce, de faire une abduction du pouce. Alors, là, regardez bien la main, vous allez voir que le muscle bouge, mais le doigt ne se déplace pas. Ça, si le doigt ne se déplace pas, le muscle, il se contracte, mais le doigt ne se déplace pas, ça, c'est une force musculaire cotée à 1. Alors, si la main toujours posée sur un plan, alors, vous dites au malade de bouger le doigt, il le bouge,
mais sur le plan. S'il lève la main, si par exemple vous lui levez la main et vous lui dites de bouger le doigt, il ne peut pas. Il n'y a pas de déplacement. Donc, déplacement uniquement si la main repose sur un plan, si la pesanteur est éliminée. Alors, s'il ne peut pas le faire, s'il lève la main, ça, vous mettez un 2. Alors, s'il y a un déplacement maintenant, contre pesanteur, c'est-à-dire main levée, il peut bouger son pouce. À ce moment-là, vous mettez un 3. Mais il peut bouger son pouce, mais sans résistance. Il ne peut pas résister. Par exemple, si vous lui faites le mouvement contraire, il ne peut pas résister. Il ne résiste pas. D'accord? Ça, vous mettez un 3. Si le malade déplace contre pesanteur, il déplace le membre et contre résistance, c'est-à-dire vous lui dites de faire l'opposition du pouce et vous faites le mouvement contraire et lui, il résiste, ça, c'est un 4. C'est presque une force normale, presque. C'est un 4. Et la force musculaire normale, c'est celle d'un sujet normal. Il n'y a aucun déficit. Le malade résiste très, très bien à votre mouvement contraire. D'accord? Donc, voilà pour comment tester les muscles. C'est parce que c'est toujours bien de tester, de dire par exemple, j'ai un déficit moteur de l'opposant du pouce côté à 1, 2, 3, d'accord? Voilà. Donc là, les signes moteurs, donc on peut avoir une paralysie ou parésie des membres avec donc une hypotonie. Voilà. Donc, on peut avoir aussi dans les signes moteurs, s'il y a une paralysie, bien sûr, il va y avoir une amyotrophie. Le muscle qui ne travaille pas, il va s'atrophier. La réponse idiomusculaire, ici, on est dans le neurogène, hein, neurogène périphérique. Donc, la réponse idiomusculaire, elle est présente. Elle est présente, elle est absente dans les atteintes musculaires pures, dans les myopathies. Mais dans les neuropathies, elle est présente, alors que les réflexes ostéotendineux sont diminués ou abolis. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est des signes moteurs. On peut avoir des signes par atteinte du système nerveux végétatif, c'est-à-dire des troubles trophiques. Alors, les troubles trophiques, voilà, regardez ce pied, par exemple, ce trouble trophique. Ils peuvent être dus à plusieurs causes. Hein. Ça peut être dû à un problème vasculaire, un problème vasculaire, un vaisseau qui se bouche, d'accord? Ça peut être dû à un traumatisme, par exemple, mais ça peut être dû aussi à une atteinte des fibres végétatives. Et donc, ça donne ce mal perforant plantaire, par atteinte des fibres végétatives qui sont présentes au niveau des troncs nerveux. On peut avoir aussi des atteintes articulaires et osseuses. Alors, donc, si on a une atteinte, une neuropathie, on a des signes sensitifs, des signes moteurs qu'on a vu tout à l'heure, avec abolition des réflexes et des troubles trophiques. Mais ça, c'est d'une façon générale. On ne va pas trouver ça dans toutes les neuropathies. On peut avoir des neuropathies avec seulement des signes moteurs, des neuropathies avec seulement des signes sensitifs ou des neuropathies sensitivo-motrices avec troubles trophiques, etc. Voilà. Alors, quels sont les examens à demander pour confirmer une neuropathie? Eh bien, l'EMG. L'EMG qui va nous montrer, bien sûr, c'est un syndrome neurogène périphérique, donc on va avoir un tracé pauvre. Hein? On peut avoir des vitesses de conduction diminuées. Alors, quand on fait un électromyogramme, un EMG, quand on fait un EMG, on fait d'abord l'EMG de détection. C'est-à-dire, on met l'électrode sur un muscle, on voit à l'écran, d'abord au repos, normalement il n'y a rien, sauf dans certaines maladies, comme on l'a vu hier, où on voit des fasciculations, où on voit des fibrillations, etc. Mais sinon, on ne voit rien. Après, on demande au malade de bouger son muscle, où il y a l'électrode, bien sûr, de le bouger, et à ce moment-là, on va voir les potentiels d'action. Ça peut être un tracé normal, ça peut être un tracé pauvre, donc neurogène, ça peut être un tracé riche, donc myogène, etc. D'accord? On peut faire aussi, si on trouve un tracé neurogène, on va aller essayer de calculer les vitesses de conduction nerveuse. Pourquoi? C'est pour voir si les vitesses sont diminuées. Ça veut dire qu'on a une atteinte des fibres myélinisées.
Si on a des vitesses de conduction normales, ça veut dire qu'on a une atteinte des fibres amyéléniques, c'est-à-dire des axones seulement. D'accord? Donc, et ça, ce qu'on appelle le MG de stimulo-détection. C'est-à-dire, on va stimuler le nerf. Donc, on met l'électrode sur un muscle et on stimule le nerf qui va innerver ce muscle. On va le stimuler en 2 points et on va calculer la vitesse, hein, qui est la distance sur la différence de ces 2 points, mètres par seconde. D'accord? Et donc, cette vitesse-là, on va voir. Si elle est diminuée, ça veut dire qu'on a une atteinte des fibres myélinisées. Si elle est normale, ça veut dire qu'on a une atteinte des fibres amyéléniques. Pourquoi cela? Vous savez que les fibres myélinisées conduisent plus vite, conduisent très vite l'influx nerveux. D'accord? Pourquoi? Parce que la myéline, vous savez qu'elle est en bloc entrecoupé de les nœuds de Ranvier. Donc, quand l'influx vient au niveau d'un nerf, il va sauter, il ne va pas pouvoir passer à travers la myéline, donc il saute d'un nœud de Ranvier à l'autre, c'est ce qu'on appelle le phénomène saltatoire. Donc, quand l'influx nerveux saute d'un nœud à l'autre, donc sa vitesse est augmentée. Donc, les fibres myélinisées conduisent plus vite l'influx nerveux, plus vite que les fibres amyéliniques. Amyéliniques, l'influx, il passe dans l'axone doucement, donc, c'est-à-dire, il passe avec une vitesse qui n'est pas très importante, d'accord? Donc, si on fait quand on a un neurogène périphérique, il faut voir si c'est les nerfs myéliniques qui sont touchés. Ça veut dire qu'on a certains types de maladies. Si c'est les fibres amyéliniques, on a d'autres types de maladies, d'accord? D'autres étiologies. Donc là, on va calculer la vitesse de conduction des nerfs. Il faut calculer les vitesses de conduction des nerfs en cas d'atteinte neurogène périphérique. Voilà pour ce qui est de l'EMG dans les neuropathies. Bon, on peut faire une étude du liquide céphalorachidien, surtout à la recherche d'une étiologie. On va voir plus tard les étiologies. Et on peut faire aussi une biopsie nerveuse. La biopsie nerveuse, on la fait surtout dans les atteintes, dans les neuropathies héréditaires. Dans les neuropathies héréditaires, où on va voir un certain aspect, ce qu'on appelle un bulbe d'oignon, qu'on va voir tout à l'heure quand on fera les neuropathies héréditaires. Voilà pour les examens complémentaires, c'est surtout l'EMG, d'accord, qui va confirmer la neuropathie en montrant un tracé appauvri, tracé pauvre. Voilà. Alors maintenant, on va voir les étiologies. On a vu le syndrome neurogène, des neuropathies, la symptomatologie commune. Maintenant, on va voir les étiologies. Alors, on commence par les neuropathies inflammatoires ou dysimmunes, c'est-à-dire auto-immunes. Et donc, on va commencer par le syndrome de Guillain-Barré, qui est une polyradiculoneuropathie aiguë. Le Guillain-Barré, c'est aigu. Donc, c'est une maladie auto-immune inflammatoire du système nerveux périphérique. Comment elle commence? Elle se manifeste donc par une atteinte aiguë, brutale, donc par une paralysie flasque. Qui dit flasque, ça veut dire hypotonie. L'hypotonie, on est dans le neurogène périphérique, donc hypotonie. Une paralysie flasque qui va toucher d'abord les membres inférieurs, puis elle va s'étendre progressivement vers les membres supérieurs et même vers l'extrémité céphalique touchant des paires crâniennes, et ça risque de donner des troubles de la phonation, de la déglutition, avec risque de troubles respiratoires et de décès. Voilà. Donc, c'est pas toujours cette évolution, c'est pas toujours comme ça. Généralement, ça s'arrête aux membres supérieurs et après, le malade, il récupère. Donc, l'atteinte, elle est de bas en haut, c'est-à-dire membre inférieur remonte, et après la récupération, elle est de haut en bas. Il va récupérer ses membres supérieurs après les membres inférieurs, et ça y est. Donc, dans maximum 3 mois, maximum. Si ça dépasse 3 mois, c'est plus un Guillain-Barré. C'est une polyradiculonéphrite chronique. Donc là, voilà comment se fait ce Guillain-Barré. Donc, on a ces troubles moteurs, cette paralysie. Elle s'accompagne bien sûr d'une abolition ou diminution des réflexes et de troubles sensitifs. Donc, dans la plupart des cas, le malade va récupérer en
Je vous ai dit maximum 3 mois, mais il existe des formes graves. Je vous dis, il existe des formes graves, c'est-à-dire c'est quand la paralysie touche les nerfs crâniens et les muscles respiratoires. C'est ça. Il faut, d'ailleurs, c'est des malades à hospitaliser, toujours à surveiller, à hospitaliser en réanimation, parce qu'ils risquent de faire des problèmes et de décéder. Donc, toujours en réanimation, craindre les problèmes respiratoires. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est du Guillain-Barré. Et on peut avoir les polyradiculonévrites chroniques. Et à ce moment-là, la récupération, l'installation et la récupération, c'est plus de 3 mois. À ce moment-là, c'est plus un Guillain-Barré, c'est une PRN chronique. Voilà pour ce qui est des neuropathies inflammatoires. Les neuropathies carentielles par carence de quelque chose. Alors, on a les neuropathies alcooliques. Vous savez que l'alcool, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il entraîne une malabsorption de la vitamine B1 au niveau gastro-intestinal. Et vous savez que la vitamine B1, nous, les êtres humains, on ne synthétise pas la vitamine B1. Il nous faut la vitamine B1 par iatrogène, c'est-à-dire par l'alimentation. Et donc, là, l'alcool, qu'est-ce qu'il permet? Malabsorption. Donc, il n'y a pas de réabsorption de la vitamine B1 et donc le malade va faire une neuropathie par carence de vitamine B1. On va avoir donc, elle va prédominer aux membres inférieurs avec des troubles de la marche. Vous savez que le syndrome neurogène périphérique, quel est le trouble de la marche? Dans le syndrome neurogène, c'est le stépage, c'est-à-dire le malade, parce qu'il a un déficit au niveau des muscles de la jambe et du pied, il relève difficilement le pied, il le lance. Et alors, l'autre pied le relève difficilement, il le lance. Et on a l'impression qu'il lance comme ça ses membres sur ce qu'on appelle le stépage. Donc, un stépage, et avec des troubles trophiques, quand on a une carence en vitamine B1 dû à l'alcool. Bien sûr, le traitement, c'est d'arrêter l'alcool, bien sûr, et de donner de fortes doses de vitamine B1. Les autres carences, on peut avoir aussi une carence en vitamine B1 lors d'une maladie qu'on appelle le beriberi. Alors, beriberi, c'est quoi ce terme-là? Ça veut dire, dans la langue du Sri Lanka, le Singalais, la langue du Sri Lanka, ça veut dire « je ne peux pas, je ne peux pas ». Beriberi, je ne peux pas, je ne peux pas. Alors, là, si vous voulez, c'est une maladie qui est due à aussi la non-ingestion, si vous voulez, une carence en vitamine B1. Parce que ça se voyait, le beriberi, maintenant, ça ne se voit plus, bien sûr. C'est une ancienne maladie qui se voyait avant chez les marins qui allaient dans les bateaux, si vous voulez, japonais. Et alors, ces marins-là, on leur donnait du riz blanc. Et vous savez que le riz blanc ne contient pas de la vitamine B1. Alors, le médecin de la marine a remarqué que tous, ils faisaient une neuropathie avec une atteinte cardiaque, qui peuvent même tuer. Donc, une polyneuropathie avec une atteinte cardiaque. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris que c'était à cause de l'alimentation. Il a remplacé le riz par de l'orge ou bien par du riz complet, le riz complet dont la coque contient de la vitamine B1. Il a remarqué qu'il y avait une disparition donc, de cette maladie chez les marins. Voilà, donc beriberi, par manque de vitamine B1. On peut avoir aussi une carence en vitamine PP ou on appelle ça aussi vitamine B3, qu'on voit dans une maladie qu'on appelle la pellagra. La pellagra, c'est une maladie qui va associer une neuropathie, une dermatose, des diarrhées et même une démence, même un genre d'Alzheimer. Voilà, donc c'est dû à un manque de vitamine B3. On peut avoir aussi une neuropathie par carence en vitamine B6. Alors, on voit ça surtout chez les gens qui sont les tuberculeux qui sont traités à l'isoniazide, DNH, et l'INH diminue l'absorption de la vitamine, la réabsorption de la vitamine B6 et donc carence en vitamine B6, donc neuropathie. Vous avez aussi la carence en vitamine B12 qui va donner l'anémie de Biermer et ça va donner aussi une polyneuropathie. Alors, le manque de vitamine B12, il peut nous donner une atteinte centrale. Rappelez-vous le syndrome de
combiné de la moelle. Donc, quand on a fait les syndromes topographiques, le syndrome combiné de la moelle, où on a un syndrome pyramidal et un syndrome cordonal postérieur des deux membres inférieurs, donc par carence en vitamine B12. Donc, la carence de vitamine B12, elle peut nous donner une atteinte centrale, elle peut nous donner aussi des polyneuropathies. Donc, ça va nous donner une anémie avec une polyneuropathie. Voilà donc pour les neuropathies carentielles, les carences en vitamine B, les vitamines, pratiquement toutes les vitamines B qui peuvent être à l'origine d'une neuropathie. Maintenant, on va voir les neuropathies métaboliques. Métaboliques, dont la plus fréquente, bien sûr, c'est le diabète. Le diabète, souvent, il se complique d'une polyneuropathie. Polyneuropathie qui est distale, en gants et en chaussettes, qui est sensitive, c'est-à-dire le malade, ils sont des fourmillements, picotements, douleurs neuropathiques, etc., en gants et en chaussettes. D'accord? Et elle est surtout sensitive. Il n'y a pas beaucoup de troubles moteurs, c'est surtout sensitive. D'accord? Et donc, elle est très fréquente. Alors, on a aussi les neuropathies chez les insuffisants rénaux. La plupart des dialysés, des malades dialysés, font des neuropathies sensitivo-motrices avec des signes sensitifs et des signes moteurs. On a aussi cette maladie métabolique qu'on appelle la porphyrie aiguë intermittente qui est due, c'est une maladie génétique qui est due à un trouble de métabolisme de l'hème qui entre dans la constitution, des constituants de l'hémoglobine et qui va nous donner une polyneuropathie qui est surtout motrice. Motrice. Donc, qui prédomine aux membres supérieurs avec atteinte surtout des nerfs, le nerf radial. D'accord? Des paralysies pseudo-radiales. Donc, la porphyrie aiguë intermittente, une maladie donc génétique. Et vous avez l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie aussi peut nous donner des neuropathies. Voilà les maladies métaboliques qui peuvent se compliquer donc de neuropathie, d'atteinte neurogène périphérique. Vous avez les neuropathies toxiques. Alors, toxiques soit médicamenteuses, soit par des agents professionnels. Alors, les médicaments qui peuvent nous donner des polyneuropathies, vous avez les antimitotiques, les anticancéreux, vincristine, cisplastine, etc. Les antituberculeux, comme on l'a dit tout à l'heure, l'INH, certains antibiotiques, certains antiviraux, et aussi la myodarone, les sels d'or, la chloroquine, la fameuse chloroquine. Donc, tous ces médicaments-là peuvent, s'ils sont pris pendant longtemps, nous donner des neuropathies. Les agents professionnels, c'est-à-dire, par exemple, il y a des gens qui travaillent dans des usines, par exemple, à plomb. Ça va nous donner l'intoxication au plomb qu'on appelle le saturnisme. Le saturnisme qui peut se compliquer d'une neuropathie. L'acrylamide, c'est une substance qu'on voit quand on fait cuire longtemps certains médicaments, quand on fait cuire à feu très élevé certains aliments, surtout les glucides et les protéines, quand on les fait cuire à feu très important, il y a cette substance-là, l'acrylamide, qui peut donner aussi, chez les gens qui mangent beaucoup, c'est-à-dire ces produits-là cuits très fortement, donc ça peut donner aussi des neuropathies. L'arsenic qui est un poison. On dit là que l'arsenic, c'est le roi des poisons et c'est le poison des rois. C'est-à-dire l'arsenic, c'est le poison le plus fort. C'est le plus fort des poisons. Il suffit d'en goûter pour mourir tout de suite. Donc, c'est le roi des poisons. Et c'est le poison des rois parce qu'avant, pour prendre la place du roi, on lui mettait de l'arsenic dans l'alimentation, il mourait. Donc, tout de suite, il mourait, on prenait sa place. Donc, c'est le roi du poison, c'est le poison des rois. Donc, l'arsenic, qui est un poison qui peut donner, si c'est de très petites quantités que ça a ingéré, ça peut donner des neuropathies. Les organophosphorés. Les organophosphorés, ce sont des pesticides qui sont utilisés surtout dans l'agriculture, etc., mais qui peuvent donner aussi des neuropathies. Voilà donc pour les neuropathies toxiques. Les neuropathies hématologiques. Alors, il y a certaines maladies hématologiques qui vont se compliquer aussi de neuropathies, comme les leucémies,
le syndrome myéloprolifératif, le Kahler, le Waldenström, les lymphomes, les dysglobulinémies. Donc, toutes ces maladies-là peuvent se compliquer aussi de neuropathie. Alors, les maladies hématologiques peuvent toucher le système nerveux central, peuvent toucher aussi le système nerveux périphérique, et donc donner des polyneuropathies, des mononeuropathies, etc. Les causes infectieuses, le sida, la diphtérie, la lèpre, le zona, hein, tout ça peut donner aussi des neuropathies. Les causes inflammatoires. Les causes inflammatoires, ce sont les maladies surtout auto-immunes. La panarthrite noueuse, la polyarthrite rhumatoïde, le lupus érythémateux, la sclérodermie, ce sont des maladies auto-immunes inflammatoires. Et vous savez que les maladies auto-immunes inflammatoires, comme je le dis à chaque fois, vont toucher d'abord un organe. Par exemple, la polyarthrite rhumatoïde, elle va toucher d'abord les articulations. Polyarthrite, c'est les articulations. Mais après, quand à des stades, si vous voulez, tardifs, elle va toucher d'autres structures, y compris le système nerveux périphérique et donner des neuropathies. Même chose pour le lupus érythémateux, même chose pour la sclérodermie. Donc, des maladies inflammatoires multisystémiques, donc, qui vont donner une atteinte aussi du système nerveux périphérique et donc des neuropathies. Les neuropathies paranéoplasiques. Alors, il existe en neurologie les maladies paranéoplasiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas des maladies métastatiques. Ce n'est pas un cancer qui a métastasé, non. C'est paranéoplasique, ça veut dire que c'est comme les maladies auto-immunes. C'est-à-dire que quand le malade commence à faire un cancer, ne serait-ce qu'une cellule cancéreuse, qu'est-ce qui se passe? Le corps, il se défend, il envoie des anticorps, comme toutes les autres maladies auto-immunes. Il envoie des anticorps, et il se trouve que ces anticorps, ils ont aussi, si vous voulez, ils vont c'est-à-dire il envoie des anticorps contre les antigènes de cette tumeur, et il se trouve que ces anticorps ont c'est-à-dire les antigènes de cette tumeur ressemblent aux structures des nerfs, et donc les anticorps, en attaquant ces antigènes de la tumeur, ils vont attaquer aussi les nerfs, et ils vont créer des neuropathies. Alors, c'est ce qu'on appelle les neuropathies paranéoplasiques. Auto-immunes, ce n'est pas métastatique, hein, paranéoplasique, donc auto-immune. Donc, et parfois, cette neuropathie, elle précède le cancer. Bon, elle précède le cancer lui-même, c'est-à-dire que le cancer, si vous voulez, dès qu'il commence, à peine il a commencé, les premières cellules, pour que la neuropathie, on voit plus la neuropathie que le cancer lui-même. Donc voilà, donc on a cette neuropathie sensitive de Denny Brown qu'on voit quand on a un cancer bronchique, hein, pulmonaire, à petites cellules. On peut avoir une neuropathie motrice subaiguë lors des lymphomes malins. Voilà. Donc, c'est des neuropathies paranéoplasiques auto-immunes. Voilà. Et on termine par les neuropathies héréditaires. Héréditaires. Il existe des neuropathies héréditaires. Le malade est né avec une neuropathie, c'est dû à une atteinte chromosomique. Donc, la maladie de Charcot-Marie-Tooth, c'est la plus fréquente des neuropathies héréditaires. Le Charcot-Marie-Tooth. Ce n'est pas la maladie de Charcot, là, celle-là. Hein. Elle dit que c'est la maladie de Charcot. Et celle-là, c'est la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Madame, donc, plaît, madame. Le début, comme... Oui. Madame, je n'ai pas bien compris, madame, la neuropathie paranéoplasique. J'ai compris entre la... Oui, madame. Hein? Oui, paranéoplasique, c'est comme les maladies auto-immunes. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on a le début d'un cancer, les toutes premières cellules, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, le cancer bronchique. Un cancer bronchique à petites cellules. Qu'est-ce qui se passe? Le corps, donc ces tumeurs-là sécrètent des antigènes, hein, comme les maladies infectieuses, comme les maladies virales, etc. Ça sécrète des antigènes. Donc, le corps, il va se défendre. Dès qu'il y a antigène, il y a anticorps. Le corps, il va sécréter des anticorps pour lutter, pour neutraliser ces antigènes, n'est-ce pas? Donc, il se trouve que ces antigènes ressemblent
aux structures du nerf. Les antigènes de la tumeur Oui, madame. ressemblent au nerf, d'accord? Donc, l'anticorps, en attaquant les antigènes tumoraux, il va attaquer le nerf. Et donc, commence cette neuropathie sensitive de Denis Brown. Voilà. Est-ce que ça va? D'accord. Oui, madame, merci. Hein? Très bien. Donc, dans le Charcot-Marie tout, il commence vers la première ou deuxième décennie, c'est-à-dire vers 15-20 ans, comme ça. Et comment il commence? Il commence par une amyotrophie distale progressive. C'est une amyotrophie distale, hein? Donc, des mains et des pieds, progressive et qui remonte, d'accord, jusqu'à un certain point, on va le voir. Donc, au début, on a une amyotrophie distale avec trouble de la marche, bien sûr. Donc, on va aller vers le steppage, puisque c'est une neuropathie, syndrome neurogène périphérique, on va aller vers le steppage. Et des pieds creux bilatéraux. Je vais vous montrer les pieds creux. Voilà un pied creux, hein, contrairement au pied plat. Alors, si vous voulez voir les empreintes, par exemple, si on veut voir les empreintes des pieds, voilà l'empreinte d'un pied normal, voilà l'empreinte d'un pied creux. Donc, l'empreinte diminuée parce que le pied, il est creux. Il y a moins de… la plante du pied se pose moins que dans le pied normal. Et voilà le pied plat. Alors là, c'est tout le pied qui se pose par terre. Donc, regardez l'empreinte du pied plat. Donc, voilà un pied creux. Voilà. Donc, déjà, le malade, au début de la maladie, on sent qu'il va avoir un problème dégénératif. Alors, pour les problèmes dégénératifs, généralement, il y a toujours un syndrome dysmorphique. Donc, pratiquement toutes les maladies dégénératives, il y a un problème. Qu'est-ce que ça veut dire problème dysmorphique? C'est-à-dire des malformations. Soit un pied creux, soit un varus, soit un cou court, soit un doigt en plus, c'est-à-dire un syndrome dysmorphique. Et ça, les syndromes dysmorphiques, déjà, quand vous voyez un petit enfant, un adolescent avoir quelque chose de dysmorphique, ça sonne un peu le dégénératif, d'accord? Surtout s'il a un trouble de la marche, etc., ça sonne dégénératif, d'accord? Donc, au début, regardez, il y a une amyotrophie distale avec trouble de la marche et pieds creux, bilatéraux. Et après, on va avoir la sémiologie. Alors, on peut avoir un début tardif dans le Charcot-Marie. Hein. Le Charcot-Marie, on peut avoir par exemple un début vers 30 ans, 40 ans, c'est possible. Voilà. Donc, la sémiologie, regardez bien, c'est une neuropathie périphérique sensitivo-motrice, c'est-à-dire on va avoir des signes sensitifs et des signes moteurs. On va avoir le premier signe dans l'amyotrophie, dans le Charcot-Marie, c'est l'amyotrophie. Elle est bilatérale et symétrique, donc c'est une polyneuropathie, bilatérale et symétrique. Débutant au pied et s'étendant à la jambe et au tiers inférieur de la cuisse, avec un aspect dit en jarretière. Ça veut dire jarretière. Jarretière, c'est un ruban que mettaient les femmes au niveau du tiers inférieur de la cuisse pour retenir leur bas. Avant, hein. Maintenant, ça ne se fait plus. Donc, comme un ruban en élastique, comme ça, comme un genre d'élastique, pour retenir les bas. Donc, ça donne un peu cet aspect, c'est-à-dire tellement l'amyotrophie, elle s'arrête au niveau du tiers inférieur, bon, on a appelé ça en jarretière. Voilà. Donc, c'est une amyotrophie qui débute au pied et elle monte le long de la jambe jusqu'au niveau du tiers inférieur de la cuisse et là, ça s'arrête. Là, s'arrête l'amyotrophie. Et donc, si on a un déficit de la jambe et du pied, on va avoir un steppage. Le malade, il step. Qui step, d'accord? Donc voilà. Et elle s'étend après, des années après, 2 à 5 ans après, elle va s'étendre aux membres supérieurs. Et même chose, ça commence au niveau de la main. Rappelez-vous, avec la main plate, l'hypertroposition du pouce, ce qu'on appelle la main de singe. Et donc, puis, la main de singe, et même après, dans les stades tardifs, la main en griffe, hein. Puis, le tiers inférieur de l'avant-bras. Donc, l'amyotrophie, elle s'étend jusqu'au tiers inférieur de l'avant-bras, c'est tout. Et là, on dit en manchette. Qu'est-ce que ça veut dire en manchette?
C'est-à-dire, vous savez, les gens qui portent par exemple une chemise et qui retroussent la chemise, on dit en manchette. Donc, l'amyotrophie, elle va s'étendre jusqu'au tiers inférieur, on dit en manchette. Voilà. Et l'examen neurologique, quand on examine malade, on va trouver un déficit. Seulement dans le Charcot-Marie-Tooth, le déficit n'est pas proportionnel à l'amyotrophie. Quand vous voyez l'amyotrophie, vous allez vous dire, ah, c'est quelqu'un qui ne pourra pas bouger du tout, une paralysie totale. Tellement l'amyotrophie est importante. Mais quand vous l'examinez, il y a le déficit, mais qui n'est pas très important. Il n'est pas proportionnel à l'amyotrophie. Et c'est ce qui fait la particularité du Charcot-Marie, c'est que c'est une maladie qui est héréditaire, dégénérative, etc. Mais le malade, il reste longtemps autonome parce qu'il n'est pas très déficitaire par rapport à son amyotrophie. D'accord? Donc, la marche, elle reste longtemps possible, même si c'est avec un stépage, même si elle est gênée par le stépage, mais elle reste longtemps possible. Voilà. Donc, j'ai dit atteinte donc motrice, amyotrophie avec déficit. On peut trouver des signes sensitifs, mais on peut ne pas les trouver aussi. Et on va trouver des déformations. Je vous ai dit, le syndrome dysmorphique, on le voit pratiquement toujours dans les neuropathies, dans les atteintes héréditaires, toutes les maladies héréditaires. Hein, on trouve le syndrome dysmorphique. Donc, on va trouver soit un pied creux, soit des orteils en griffe, soit une kyphoscoliose. Donc, c'est un syndrome donc, dysmorphique. Alors, regardez ici. Regardez cette amyotrophie. Elle commence au niveau des pieds. D'abord, regardez ce pied creux. Donc, l'amyotrophie, elle commence au niveau des pieds, elle remonte jusqu'au niveau, et là, elle s'arrête là, au tiers inférieur de la cuisse. On dit en jarretière. D'accord? Et si regardez au niveau des mains, donc l'amyotrophie, elle s'arrête ici, l'amyotrophie, juste ici, le tiers inférieur de l'avant-bras. D'accord? Regardez, carrément, elle est très importante, et ça a donné carrément des mains en griffe. Main d'Aaron Duchesne, des mains en griffe. Voilà. Et donc, mais le malade garde quand même une certaine force musculaire qui est complètement disproportionnée par rapport à cette amyotrophie. Alors, voilà donc pour ce qui est de la clinique du Charcot-Marie-Tooth. Alors, pour confirmer, si vous voulez, le Charcot-Marie, on demande un EMG. L'EMG, il va vous montrer, il faut mesurer surtout quand on a une maladie héréditaire. Vous savez que le Charcot-Marie-Tooth, il y a deux formes de Charcot-Marie-Tooth. On a le Charcot-Marie-Tooth type 1, où c'est le Charcot-Marie-Tooth démyélinisant, où les fibres myélinisées sont touchées. Et donc, on va avoir des vitesses de conduction motrice basses, inférieures à 30 mètres secondes. Et on a le Charcot-Marie-Tooth 2, type 2, qui touche, c'est la forme axonale, qui touche seulement les axones non myélinisés. Et à ce moment-là, la vitesse de conduction est normale. Voilà. Donc, dans le Charcot-Marie, c'est bien de faire l'EMG qui va bien sûr montrer un tracé pauvre, mais en plus, les vitesses de conduction, elles seront, si elles sont basses, on dit que c'est un CMT1, si elles sont normales, on dit que c'est un CMT2. D'accord? Type 2. Donc, pour le diagnostic, c'est bien de calculer les vitesses de conduction. Et enfin, on fait la biopsie nerveuse. La biopsie nerveuse, pourquoi on l'a fait ici? Même chose. C'est pour voir si on a un CMT1 ou CMT2. Alors, si on a un Charcot-Marie type myélinique, un CMT1, donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ce fameux bulbe d'oignon. Quand on voit au microscope, on va voir, quand on fait la biopsie du nerf, qu'on voit au microscope, on va voir ce fameux bulbe d'oignon. C'est quoi le bulbe d'oignon? Quand vous coupez l'oignon, vous allez voir plusieurs couches. Hein, plusieurs couches. Alors, même chose, quand vous voyez, on a l'impression d'un bulbe d'oignon au niveau du nerf. Pourquoi? Parce que la maladie en elle-même, c'est quoi? C'est une démyélinisation des nerfs dans le CMT1, hein? Parce que le bulbe d'oignon, on ne le voit pas dans le CMT2, la forme axonale. On la voit dans la forme démyélinisante. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir? En fait, il y a une démyélinisation. Et après, le nerf, il veut se réparer. Il y a une remyélinisation.
Et après, démyélinisation, remyélinisation, etc. Et ça fait des couches de démyélinisation, remyélinisation, etc. Et ça, c'est ça qui donne des couches à chaque fois de remyélinisation, remyélinisation sur remyélinisation. Ça fait des couches de myéline les unes sur les autres et ça fait ce bulbe d'oignon. D'accord? Voilà. Alors, voilà pour ce qui est du cours des neuropathies. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Madame, Mhm. Madame, au début, vous avez développé la notion de la neuropathie qui touche les axones. Madame, Oui. j'ai pas bien compris, madame, cette notion. Alors, dans les nerfs, les non-nerfs, on n'a pas que des fibres, on a des fibres, on a des nerfs où on a des fibres myélinisées et des nerfs où on a des fibres amyéliniques, uniquement des axones, sans myéline. C'est tout. Donc, il y a des maladies qui touchent les nerfs myélinisés, il y a des maladies qui touchent les nerfs non myélinisés. Et ça se voit surtout dans les maladies héréditaires. D'accord? Oui, madame. Est-ce que ça... Oui. Madame, Voilà. mais je n'arrive pas à faire la différence entre le Madame. tronc et le plexus et les nerfs périphériques. Le tronc. Le tronc, le plexus et les nerfs périphériques. Alors, les plexus, le tronc, etc., les racines, tout ça, c'est les nerfs périphériques. Tout ça, c'est le système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique, il commence des racines. Les racines. La racine antérieure et postérieure du même étage, de chaque étage de la moelle, on a deux racines qui sortent, n'est-ce pas? Elles vont se rassembler pour former un nerf rachidien. Les nerfs rachidiens de plusieurs étages vont se rassembler et ils vont former, regardez bien, au niveau cervical, on va avoir des plexus. Plusieurs nerfs rachidiens vont se rassembler pour former des plexus. Le plexus cervical, le plexus brachial. En bas, au niveau lombaire, on a aussi, même chose, le plexus des nerfs rachidiens qui se rassemblent de plusieurs étages, qui vont se rassembler pour former les nerfs, le plexus lombaire, le plexus sacré. Et on a, entre, si vous voulez, ces plexus, il y a des nerfs rachidiens qui se rassemblent pour former carrément des troncs. Par exemple, les nerfs intercostaux. Ils sortent de la moelle, si vous voulez, et ils vont aller entre les côtes, sans passer par des plexus. C'est des nerfs qui sortent tout seuls, vont aller entre les côtes, les nerfs intercostaux. D'accord? Donc là, les plexus maintenant, quand le plexus brachial. Madame, Oui. madame, comment se forment les troncs? J'ai pas compris. Attends, je continue si vous voulez, l'anatomie et je vais t'écouter. Donc, les nerfs, les plexus cervical, brachial, lombaire, ils vont eux-mêmes se diviser en nerfs. Par exemple, le plexus brachial, par exemple, il va donner le nerf radial, hein, pour l'index, le nerf cubital pour le petit doigt, le médian pour le pouce et l'index, le nerf radial pour le grand, le grand doigt quoi, de la main. Et voilà. Donc, les plexus eux-mêmes vont donner des troncs nerveux pour les membres supérieurs. C'est pour ça qu'il est dit plexus brachial. Lui-même, il va se diviser en nerfs. Chaque nerf va dans une partie du bras pour l'innervation du bras. Que ça va? Celle qui a posé cette question. Oui, madame, je vous remercie. Merci. Et de toute ma fille, il faut refaire des schémas, pas seulement la littérature, des schémas. Quand tu vois beaucoup de schémas, tu vas comprendre tout ça. Tu vas avoir ça en tête. D'accord? Regardez beaucoup de schémas. Voilà. D'accord, madame. L'autre demoiselle. Madame, J'écoute. Hein? Madame, tout ce qui est entre C8 et L2, c'est un étage supérieur et l'étage inférieur. Comment on va différencier entre les étages, madame? Et voilà, là, il faut voir, il y a, je ne sais pas si vous avez vu le bonhomme là avec les dermatomes, ce qu'on appelle les dermatomes. Madame, oui, madame. Hein? Oui, madame, oui. Hein?